Bien, donc chers et chers camarades, j'appelle maintenant au pupitre notre camarade Natacha Paumet, membre sortante du bureau fédéral. Au risque de casser tout suspense, je précise pour les camarades qui ne seraient pas encore au courant que c'est donc Natacha qui, en fin de congrès, sera proposée pour assumer de hautes responsabilités au sein de notre fédération. Et donc je vous demande de l'accueillir très très chaleureusement. Chers et chers camarades, la CGT, groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires. Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale. Et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera, dans l'avenir, le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Cette double besogne, quotidienne et d'avenir, découle de la situation de salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Vous l'avez reconnu, c'est la Charte d'Amiens de 1906. Elle fait partie intégrante de nos statuts confédéraux et donc de nos statuts fédéraux. Ce texte, adopté au 9e congrès de la CGT, il y a donc plus de 110 ans, alors que le temps de travail dépassait allègrement les 70 heures, que la sécurité sociale n'existait pas, ni le SMIC, et encore moins le droit de grève des fonctionnaires, me semble être une bonne introduction à nos travaux de congrès. En plus de 110 ans, les travailleurs ont obtenu plusieurs réductions du temps de travail, par la mise en place d'un temps de travail hebdomadaire, mais aussi par l'instauration des congés payés, et enfin par la mise en place de la retraite à 60 ans. Les travailleurs, avec la CGT, ont également conquis le Code du travail, suivi des conventions collectives, ainsi que les différents statuts d'agents publics, dont le nôtre. Ils ont conquis et bâti eux-mêmes, avec la CGT comme outil commun, le régime général de sécurité sociale dès 1946, en dotant la France d'un système de santé et de retraite au service de toute la population. Les salariés, enfin, ont obtenu les grilles de salaire et à plusieurs reprises, surtout en 1968, ont obtenu des augmentations notables du SMIC et des salaires. Par ce bref rappel du rôle de la CGT, de sa dimension incontournable au sein de la lutte de classe, il s'agit de redonner du sens à notre engagement quotidien et à nous mettre d'accord sur les orientations choisies et les moyens pour y parvenir. La Charte d'Amiens rappelle ces objectifs très clairement et l'histoire évoquée précédemment démontre, si cela s'avérait nécessaire, que cette conception du syndicalisme, qui en fait sa nature et en détermine sa stratégie, a déjà fait ses preuves. Après un mandat riche en lutte de dimension professionnelle, interprofessionnelle, nationale ou locale, nous sentons bien que se réunissent peu à peu les conditions pour renouer avec la dynamique des conquis sociaux. Mais comme il y a 124 ans à Limoges, cela passe par le besoin d'une organisation efficace de notre classe pour gagner. Nous savons que la CGT est encore et toujours cet outil dont ont besoin les salariés, mais à nous de leur démontrer. Une belle et noble raison, donc, pour vous souhaiter à toutes et tous de bons travaux pour ce 12e congrès de la Fédération CGT des services publics. Et donc, je salue en votre nom celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de ce congrès, nos camarades du syndicat de Montpellier, de la CSD et de l'Union départementale de l'Hérault,
de la CFR d'Occitanie, de l'équipe technique de la Fédération et des camarades de la direction fédérale. Je pense qu'ils méritent encore une fois nos applaudissements. Au nom du Congrès, donc, je salue également l'ensemble de nos invités qui nous font l'amitié d'être présents. Mais je ne peux m'empêcher, en étant aujourd'hui à Montpellier, de penser également à nos camarades de la direction fédérale, trop tôt disparus, Véronique Diaz et Arnaud Mellertz, dont le souvenir a été évoqué tout à l'heure et auxquels je tiens à rendre un hommage particulier en ce premier jour de congrès. Véronique et Arnaud, vous nous accompagnerez tout au long de cette semaine. Il y a 4 ans, le Congrès appelait à un état d'urgence sociale. Aujourd'hui, force est de constater que la situation est toujours aussi tendue. Le contexte international a été particulièrement marqué par une offensive néolibérale autoritaire dans de nombreux pays et sur tous les continents. Les États-Unis, le Brésil, la Turquie, la Russie, Israël, l'Algérie, la Syrie et la Bolivie, depuis peu ont vu arriver ou ont confirmé à leur tête des gouvernements autoritaires ou réactionnaires qui réservent régulièrement leurs attaques aux travailleurs et aux populations affaiblies. En premier lieu, vous me permettrez d'évoquer la situation en Bolivie. Alors que ce pays était le premier à s'être doté d'un dirigeant indien dès 2006, les forces de droite et d'extrême droite, aidées en ça par les États-Unis, ont pris le pouvoir et s'apprêtent à semer le chaos. Au Brésil, l'actualité de cet été a confirmé que les magistrats responsables de l'opération anticorruption Lavage Express ont conspiré pour envoyer en prison l'ex-président Lula, empêchant ainsi la possibilité de son retour pour l'élection présidentielle de 2018. Élection qui, je vous le rappelle, a porté au pouvoir l'ancien leader de l'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce triste cire cumule à la fois le racisme, le sexisme, l'homophobie, et met en œuvre, avec la complicité des États-Unis, un programme raciste de dévastation sociale et environnementale. Si la technique du coup d'État a changé, le résultat, lui, est le même pour la population du Brésil. Le gouvernement a tout de même été contraint dernièrement de libérer Lula après plus de 18 mois d'enfermement. Et dès sa libération, ce combattant n'a pas hésité à se porter comme l'opposant premier à Bolsonaro, nous montrant ainsi comment chacun doit se positionner face à l'arbitraire, ne rien lâcher. En Algérie, le peuple se mobilise depuis plusieurs mois pour dire stop au règne du clan Bouteflika au départ, mais pour un vrai changement social ensuite. L'arrestation et la condamnation abusive d'opposants, au premier rang desquels Louisa Hanoun, n'a pas stoppé les vendredis de mobilisation. Mobilisation toujours et encore dans les territoires palestiniens, où la ségrégation exercée par Israël avec le soutien des États-Unis et l'inaction coupable des puissances occidentales continue de priver de toute possibilité de subsistance des milliers d'habitants des territoires occupés au mépris des résolutions de l'ONU. La politique internationale de la France, aux ordres des grands groupes industriels et financiers, privilégie les accords commerciaux avec ces gouvernements iniques. Elle n'hésite pas à leur vendre des armes, du moment que cette industrie réalise son 3e meilleur chiffre d'affaires, plus de 9,1 milliards d'euros depuis 2015. Et lorsque les peuples, victimes de ces politiques, cherchent à fuir les zones de guerre, l'Europe les laisse courir des risques insensés avant de les parquer dans des hotspots. Pire, les quelques rares ONG leur venant en aide sont montrés du doigt et accusés d'être des passeurs. Celles et ceux qui ne font que respecter notre Constitution en France sont traités comme des délinquants et traînés en justice, un comble. L'impuissance volontaire des gouvernants européens n'en finit pas de causer la mort des populations qui traversent la Méditerranée. Le ministre de l'Intérieur italien, depuis débarqué, n'avait pas hésité à faire arrêter 2 capitaines de bateaux secourant des rescapés et à prendre un décret leur interdisant de pénétrer les eaux territoriales italiennes. En Irak, le peuple se mobilise contre la politique antisociale du gouvernement et réclame l'amélioration des services publics, rejette le clientélisme et la corruption qui y prévalent.
Il veut une véritable politique de lutte contre le chômage et la pauvreté. Bref, il veut du progrès social. Le Chili rencontre le même mouvement de contestation sociale, causé au départ par l'augmentation du prix du ticket de métro. La contestation, qui s'est d'abord développée sur les réseaux sociaux, a vite donné de grandes manifestations pour défendre les droits sociaux, les salaires, les retraites, contre les privatisations de la santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie, de l'eau, le tout avec une croissance de 4%, qui ne va que dans les poches des plus riches. Ce mouvement, réprimé dans le sang par un gouvernement qui renoue avec de vieux démons, se répand partout dans le monde avec les mêmes revendications. Ils nous ont tant volé qu'ils nous ont pris même notre peur. Un slogan chilien à méditer chez nous aussi, en France. Au Liban, c'est au départ une taxe sur un réseau social qui devient le déclencheur d'une explosion sociale. La démission du Premier ministre n'a pas calmé les contestations, car là aussi, les populations veulent de vrais progrès sociaux. Du Chili à l'Irak, en passant par la France et l'Algérie, le capitalisme en crise se réfugie dans l'arrogance et la violence, mais il ne peut plus dissimuler qu'il marque le pas, confronté à une exaspération générale et croissante. Et parce qu'elle est l'outil qu'ils se sont donné, la CGT est et reste aux côtés de tous ces travailleurs, comme aux côtés du peuple kurde et de tous les peuples opprimés, car pour elle, la solidarité internationale, ce ne sont pas que des mots. La Fédération réaffirme aussi, dans ce cadre-là, ses valeurs de paix, de fraternité, dans son combat internationaliste pour le progrès social, la démocratie, la liberté, indispensables au bien vivre ensemble. En Europe aussi, les peuples ont porté au pouvoir des gouvernements réactionnaires. La Grèce renoue avec un gouvernement néolibéral dont le premier geste a été de baisser les impôts. Et l'Angleterre s'enferme dans un Brexit qui n'en finit plus et qui n'est que le faux-nez d'une contre-offensive du thatchérisme le plus dur pour les travailleurs britanniques. Depuis 2002, en France et en Europe, avec une accélération dans la dernière décennie, le capital renoue avec les heures les plus sombres et sales de son histoire en utilisant son recours ultime, l'extrême droite, aidée et favorisée pour son accession aux commandes dans plusieurs États. Cette grave question doit nous préoccuper, car celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Mais nous, militantes et militants de la CGT, la connaissons. Nous devons donc rester intraitables sur les questions du racisme, de la xénophobie, du sexisme et de l'homophobie. Car ce n'est pas le migrant qui détourne des milliards par la fraude, mais bien le capital. Ce ne sont pas les habitants des pays pauvres qui polluent la planète et pillent les richesses, mais bien les grands trusts industriels et financiers. Ce ne sont pas les 1,1 milliard d'euros de l'aide médicalisée qui plombent le budget de l'État en France, mais bien les dizaines de milliards d'argent public détournés chaque année en CICE au profit des seuls actionnaires. Les entreprises françaises verseront encore cette année près de 200 milliards d'euros de dividendes. Le voilà, le véritable fléau. Rappelons-nous, mes camarades, qu'il n'existe qu'une seule frontière, celle entre le capital et le travail. Notre rôle est de créer les conditions pour la renverser. Les 4 dernières années ont été l'occasion à travers le monde de larges mobilisations pour la liberté, la paix, pour le progrès social et le climat. Ces thèmes ont été aussi largement développés dans les revendications du mouvement de contestation porté pendant l'année qui vient de s'écouler. Que cela soit par les gilets jaunes, les gilets roses, les stylos rouges, les marches pour le climat, les peuples aspirent à un autre monde, un autre système que celui qui détruit la planète, jette les populations sur les routes de l'exil pour fuir les conflits armés. Les multinationales infligent une exploitation de l'écosystème suicidaire pour le genre humain. Des semences imposées par Monsanto à l'exploitation et la pollution des espaces naturels. Pas très loin d'ici, la mine d'or de Salsigne, non dépolluée, annonce une catastrophe sanitaire majeure. Comment, à ce moment-là, ne pas faire le lien
entre ces transnationales auxquelles les gouvernements ont servi un cadre juridique sur mesure et la dévastation de la faune et de la flore. En fait, la mort par marchandisation de tout ce qui est nécessaire aux vies des populations. Les flux de population qui fuient des zones détruites par l'agriculture intensive, le dérèglement climatique, les conflits, sont les symptômes du pillage des ressources naturelles par la production capitaliste. La forêt amazonienne brûle en plein cœur de l'été et du G7 de Biarritz, mais ce n'est pas un hasard du calendrier. C'est la conséquence logique du retour des pleins pouvoirs pour l'agrobusiness, couplé aux divers traités internationaux qui sont l'allumette. Il est plus que temps d'accélérer la fin de ce mode de production, et la CGT doit en être un acteur décisif. Un autre sujet de lutte qui grandit partout dans le monde, ce sont les mouvements de dénonciation contre les violences faites aux femmes. Que l'on songe à la violence sociale qui les frappe particulièrement dans le monde du travail, jusqu'au féminicide trop longtemps relégué au crime passionnel, voilà tout ce qu'une nouvelle génération ne veut plus voir dans les relations entre femmes et hommes. La Fédération participera et appelle à participer massivement aux manifestations qui auront lieu samedi dans toute la France pour dénoncer ces violences et aux actions sur les lieux de travail le lundi 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Car oui, les femmes subissent ces violences parce qu'elles sont des femmes. Mais ne nous y trompons pas. Ce qui apparaît maintenant au grand jour et que nous devons combattre de toutes nos forces, c'est aussi le traitement séculaire par le capital d'une catégorie de salariés. Du patriarcat au paternalisme, il n'y a qu'un pas. Ce pas franchi, le patronat a toujours justifié les inégalités dans le travail, les entraves à l'accès à l'éducation et à la formation, le confinement aux tâches ménagères, en naturalisant la position des femmes dans la société. Par conséquent, que certains hommes assoient leur comportement sur ce principe d'oppression ne saurait être toléré, ni dans nos propres organisations, ni ailleurs. Dernièrement, aux fins du détournement du mécontentement social vers la haine de l'étranger, Macron nous a refait le coup du débat sur l'immigration. Comme Mitterrand avant lui, et la droite depuis toujours, seule la visée électoraliste compte. Il y a 80 ans, la classe dominante clamait Hitler plutôt que le Front populaire. Souvenons-nous, camarades, les désastres incommensurables que cette doctrine a provoqués. Nos aînés, avec le programme du Conseil national de la résistance, avaient su prendre leurs responsabilités pour que cela n'arrive plus jamais. Des femmes et des hommes avaient su, au pire moment, s'organiser pour élaborer ensemble un projet de société pour que l'accession aux responsabilités de l'extrême droite ne soit jamais possible. Ne l'oublions pas, le CNR était le résultat de la résistance, mais surtout du rapport des forces présentes en son sein, comme prolongement des luttes de 1936. Le CNR nous rappelle que c'est avant toute chose le rapport de force dans les luttes et rien d'autre qui permet l'avènement d'un projet alternatif progressiste. Il est grand temps d'arrêter de penser que nous en serions incapables aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet de débat en soi, et nul doute que vous interviendrez, je vous y invite. Car en effet, le terreau de la lutte est là, et bien là. Depuis notre dernier congrès, de larges mouvements sociaux se sont développés. Ils expriment un véritable ras-le-bol de la situation sociale. Certes, de façon souvent désordonnée, mais le jeu cynique de l'alternance politique ne marche plus. Et les Français s'en sont rendus compte. La casse de notre modèle social s'est accélérée ces dernières années, notamment par celle du Code du travail, suivie de nos statuts, comme ceux de nos collègues des entreprises publiques. Ce qui ouvre toujours plus la voie à l'attaque contre le salaire socialisé et les droits qui en découlent. Sans oublier la cohérence d'ensemble avec l'attaque contre le droit pour les salariés de se défendre avec les coups portés au prud'homme, au CHSCT et à toutes les instances dont les CAP chez nous. La loi de transformation de la fonction publique est,
et nous en serons tous d'accord sur ce point, une attaque massive à la fois contre le statut de fonctionnaire, mais également contre les services publics. Par extension, cette loi pourrait signer l'acte définitif de décès de notre République sociale si nous ne faisons rien. Et il n'est pas encore trop tard pour agir. Débattons-en. Macron déclarait à la fin du mois de mai vouloir remplacer les hauts fonctionnaires qui lui disent non dès le mois suivant, ceci afin que les réformes qu'il a préparées soient appliquées plus rapidement. Et c'est bien par cet angle-là que le gouvernement a décidé d'attaquer le statut, le fonctionnaire sujet à la place du fonctionnaire citoyen. Le statut de fonctionnaire repose sur 3 principes que la loi de transformation de la fonction publique remet largement en cause. En favorisant le recrutement de contractuels, en mettant en place le salaire au mérite, en vidant les instances représentatives du personnel de leurs prérogatives, le gouvernement entend mettre fin au principe d'égalité. En généralisant l'emploi d'agents hors statut, le gouvernement entend mettre à disposition des élus locaux des salariés désarmés face à l'arbitraire. Il s'attaque ainsi au principe d'indépendance, issu d'une loi qui avalise le principe de séparation du grade et de l'emploi. Ce principe affirme l'indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique et de l'arbitraire. Garantissant ainsi le fonctionnaire et le service public, il protège tous les fonctionnaires, quel que soit leur grade. En fragilisant l'agent public par divers dispositifs, rupture conventionnelle de contrat, contrat de projet, le gouvernement souhaite disposer de boucs émissaires formés aux méthodes d'organisation du secteur privé, faciles à désigner à la vindicte populaire en cas de grogne sociale. Il veut des fonctionnaires fusibles et les cadres sont tout particulièrement visés par ces dispositifs. Cette loi bafoue ainsi le principe de responsabilité. Transformer des cadres assujettis en bras armés du pouvoir politique dans un contexte d'austérité budgétaire revient à donner à la fonction publique une vision uniquement pyramidale des ressources humaines. La gestion des organisations par ce prisme tend à faire des cadres les bras armés du pouvoir politique, sommés de réduire les moyens de fonctionnement du service public, réduire le personnel, désorganiser les collectifs de travail, fonctionner par objectif, dans le cadre de l'évaluation annuelle. Bref, tous les outils mis en place depuis quelques années sont confortés et généralisés dans cette loi. À travers cette loi également, le gouvernement, avec le soutien de la frange la plus réactionnaire des employeurs, en a profité pour attenter au droit de grève des fonctionnaires territoriaux. Cette volonté confirme que les chiffres officiels habituellement communiqués, présentant des taux de grévistes ridiculement bas dans la fonction publique territoriale, n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. La direction fédérale appelle les syndicats à s'engager dans la bataille pour gagner la décision formelle des employeurs de n'ouvrir aucune négociation visant à restreindre ce droit de grève. La campagne à venir des élections municipales constitue de ce point de vue un moment important. Nous devons partout appeler les candidats à dévoiler leur position quant à la mesure scélérate introduisant le service minimum. Nous devons partout affirmer qu'il ne peut pas y avoir compatibilité entre attachement à la fonction publique et volonté de mettre en œuvre le service minimum. Quoi qu'il arrive, à aucun moment et en aucun lieu, la CGT ne validera un quelconque dispositif local d'encadrement du droit de grève. La responsabilité de la CGT face à cette contre-révolution managériale est bien de lutter pour obtenir l'abrogation de cette loi. Cette loi du 6 août est venue compléter et même parachever toutes celles qui, ces 15 dernières années, ont désorganisé les collectivités territoriales. MAPTAM, RCT, Notré,
ont consisté à soumettre les services publics à la libre concurrence et à adapter les territoires et le monde du travail aux logiques libérales imposées par l'Europe. Après l'État, c'est maintenant au tour des collectivités locales et de la fonction publique territoriale d'être la cible privilégiée de l'austérité budgétaire. Après avoir servi d'amortisseur de son propre désengagement pendant 30 années, les collectivités territoriales et nos services deviennent de plus la variable d'ajustement de l'État. Elles ne peuvent déjà plus mener convenablement leur mission de service public pour la satisfaction des besoins des populations. De nombreux collègues sont en lutte partout dans les départements pour dénoncer la dégradation des services publics et de leurs conditions de travail. Les services publics de proximité sont des acteurs déterminants dans l'équilibre rural-urbain essentiel dans notre pays. Avec la multiplication des fermetures de services publics, nous assistons à l'abandon pur et simple des territoires ruraux au profit de la métropolisation du territoire. Bien que l'urbain soit également touché par le manque de proximité et de moyens. Les maisons de service au public, ou demain, les maisons France Stratégie, France Service, ne sont qu'un leurre, destiné à faire rentrer les services privés dans le giron du public et à transformer les usagers en clients. Macron n'a jamais caché qu'il souhaitait une remise en cause systémique de nos retraites. Aujourd'hui encore, tous les travailleurs cotisent selon leurs moyens et reçoivent selon leurs besoins. Ce principe permet à un travailleur ayant atteint un âge légal de percevoir une pension à hauteur de 75% de son dernier salaire grâce à la socialisation du salaire dans les caisses. De nouveaux droits, avec le temps, s'y sont ajoutés pour rattraper les inégalités subies pendant la carrière, notamment pour nous, les femmes, comme les trimestres supplémentaires à chaque enfant et la pension de réversion. Mais demain, le gouvernement veut abolir ce principe par plusieurs attaques. Tout d'abord, fixer un plafond global de dépenses, 14% du produit intérieur brut, quel que soit le volume de pension à servir. Inutile de vous préciser, mes camarades, que plus les retraités seront nombreux, moins le montant des pensions sera élevé. La fixation de ce plafond vise à accréditer l'idée que demain, il n'y aurait pas suffisamment d'argent pour payer les retraites et surtout qu'il n'y aurait pas suffisamment d'actifs pour cotiser. Mais les camarades, quand le système par répartition a été mis en place, personne n'avait encore cotisé. Et pourtant, les retraites ont bien été versées. Non, le seul et vrai problème, ce sont le chômage et la précarité qui enlèvent des recettes sur toutes les branches de la Sécu, dont celle des retraites. Mais c'est également un phénomène aggravé par les nombreuses exonérations de cotisations depuis près de 40 ans. La fiscalisation par la mise en place de la CSG et donc la gestion par l'État de ressources prévues pour les retraites. Dans ce cadre-là, le faible montant des pensions poussera naturellement les plus aisés à se doter d'autres systèmes assurantiels. Et à ce moment-là, la retraite par capitalisation accentuera ainsi toujours et encore les inégalités. Le projet Macron prévoit de généraliser un système par points. Bon nombre de régimes sont déjà par points, et notamment la CNRACL et l'IRCANTEC. Mais le problème du projet de Levoy, c'est que la valeur unitaire du point serait constamment revue en fonction du contexte économique. Inutile, là aussi, de vous préciser que pour chaque gouvernement qui pratiquerait l'austérité, ce point serait revu à la baisse. Pour augmenter ainsi un peu le montant de leur pension, les travailleurs seraient incités à travailler plus longtemps au détriment de leur état de santé. L'espérance de vie en bonne santé recule déjà, et avec un tel système, c'est l'espérance de vie en général qui risque de reculer. Le but, enfin, du gouvernement est de supprimer la gestion par les travailleurs des caisses, et notamment la CNRACL. Je fais d'ailleurs très rapidement une parenthèse pour vous rappeler que nous élirons en 2020 nos représentants à la CNRACL. Et je sais que des camarades ont l'intention de faire quelques interventions dans le débat à ce sujet, donc je referme très vite la parenthèse. Bref, le gouvernement
veut détruire un système de retraite mis en place et géré par les travailleurs, pour mettre en place un système qui serait géré par l'État et par des sociétés financières qui n'ont qu'un seul objectif, créer du profit. Alors je vous pose la question, mes camarades, allons-nous laisser faire? Bien sûr, non, je vérifiais si vous dormiez, a priori c'est bon. Donc bien sûr, la réponse est non. Mais cela impose des exigences qui sont celles d'avoir une organisation CGT à la hauteur des enjeux. Nous avons besoin de faire un état des lieux de nos difficultés et de nos points forts et prendre les décisions qui s'imposent. Entre décembre 2014 et décembre 2018, plusieurs scrutins intermédiaires ont eu lieu consécutivement à la fusion des régions et à la création de nombreuses intercommunalités. La direction fédérale s'est engagée, à travers un suivi régulier et avec de nombreux outils, aux côtés des syndicats dans tous ces scrutins. Si l'on peut constater que la CGT marque le pas dans sa globalité dans le deuxième cycle électoral, la Fédération des services publics, tout en reculant de 0,7 points, maintient non seulement sa position de première organisation dans la fonction publique territoriale, mais permet aussi de conserver la première place dans la fonction publique. Parmi les faits marquants du scrutin de 2018, 46 000 inscrits en moins que 2014, dû, comme la CGT quand même le dénonce depuis de nombreuses années, aux suppressions de postes et aux coupes budgétaires. Les analyses révèlent tout de même une forte baisse de la participation, 3,1 points. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Le mode de scrutin, le développement du vote par correspondance, le passage au vote électronique, mais également une augmentation significative du vote blanc et nul, imputable certes à la complexité du vote par correspondance, mais également à un contexte de méfiance et d'indifférence face à des syndicats perçus comme des institutions. Je vous rappelle qu'en décembre 2018, nous étions en plein mouvement des Gilets jaunes, qui se voulait, tout au moins au début, un mouvement apolitique et asyndical. Cette abstention est également à mettre en relation avec le glissement organisé par le patronat du syndicalisme de lutte des classes vers un syndicalisme institutionnalisé autour du dialogue social, mettant en relation des partenaires sociaux. Ce chantier, dit de refondation du syndicalisme, si cher à Fillon lorsqu'il était Premier ministre, est largement relayé dans les médias et dans l'idéologie dominante. Il contribue à cette perte de confiance des salariés envers les syndicats et à associer la CGT à tous les autres syndicats. Il est à noter que toutes les organisations syndicales reculent en nombre de voix. Ainsi, cette défiance n'épargne personne et la première place de notre organisation induit forcément qu'elle soit la plus percutée. Aujourd'hui, la première place publique-privée de la CFDT n'est due qu'au seul fait qu'elle a perdu moins de voix que la CGT, ce qui interpelle sur le rapport des salariés aux syndicats. Cela doit donc nous interroger à la fois sur nos pratiques, sur la façon dont nous élaborons nos revendications et surtout sur notre capacité à rester un syndicat de classe et de masse. Bref, à conserver et, s'il le faut, à retrouver notre identité et à remobiliser les salariés sur leur capacité à gagner. Ce dont a besoin la CGT, c'est que les salariés, les agents de nos services, perçoivent ce qui nous distingue. Et ce qui nous distingue, c'est qu'ils deviennent massivement propriétaires de leur outil commun pour revendiquer, lutter et gagner, la CGT. Dans l'immédiat, concernant la syndicalisation, si les exercices 2014, 2015 et 2016 ont montré une hausse régulière du nombre de syndiqués dans la fédération, l'exercice 2017, avec moins de 2000 syndiqués, doit nous alerter. L'année 2018, qui sera bientôt clôturée, semble également prendre la même voie.
Une diminution du nombre de syndiqués une année peut être une alerte. Sur 2 années consécutives, cela devient une urgence à traiter. Si la diminution du nombre de FNI est proportionnellement moins forte dans notre fédération que dans le reste de la CGT, elle reste une question préoccupante dont nous devons nous saisir. Jusqu'à 2017, la Fédération des services publics était la première fédération en nombre de FNI. En 2018, nous risquons de nous faire dépasser par la Fédération de la santé. C'est vous qui voyez. Au-delà de cette espiègle compétition, les camarades, il s'agit bien surtout de renforcer notre corps militant afin d'élever le rapport de force. Ce que nous voulons, en tant que militants CGT, est clair. La double besogne, éditée dans la charte d'Amiens, doit rester notre boussole. Pour cela, nous avons déjà un corpus revendicatif que nous portons pour l'amélioration du quotidien. Oui, la CGT revendique les 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire. C'est peut-être à contre-courant de l'idéologie dominante, mais cela va bien dans le sens de l'histoire. Diminuer le travail pour travailler toutes et tous, c'est logique et légitime. Nos anciens ne se sont pas posé la question quand ils ont obtenu la journée de 8 heures, il y a tout juste 100 ans. Avoir des salaires à hauteur de nos qualifications, c'est la reconnaissance de ces qualifications. Un début de carrière sans qualification reconnue à 1 800 € brut, c'est un minimum. Un déroulement de carrière basé sur l'ancienneté, avec les augmentations de salaire en conséquence, c'est le cœur de nos revendications. Que nos cotisations, issues de notre travail, ne soient pas vampirisées par le patronat, mais bien utilisées pour notre sécurité sociale, nos retraites, nos familles. Notre système de protection sociale a fait ses preuves sur l'augmentation de l'espérance de vie. Ne laissons pas les plus riches décider qui doit mourir et qui doit vivre. La gestion de la sécurité sociale, tout comme celle de la CNRACL, doit redevenir le fait des travailleurs eux-mêmes. C'est une revendication trop souvent oubliée. Un statut de fonctionnaire et un code du travail, par le rétablissement et l'amélioration des moyens donnés aux salariés et aux fonctionnaires pour se défendre et améliorer leurs conditions de travail, ce sont les services publics que nous contribuons à améliorer. Obtenir la retraite à 60 ans et des départs anticipés pour des catégories actives qu'il faut développer, cela va aussi dans le sens de l'histoire. Les femmes et les hommes ne sont pas faits pour se tuer au travail, ni perdre leur vie à la gagner. Et pour cela, il est évident que le travail salarié ne peut pas et ne doit pas occuper la partie prédominante qu'il occupe aujourd'hui dans nos vies. Avoir une retraite en bonne santé, du temps libre, d'autres activités sociales, c'est un droit. Réaffirmé, ne l'oublions pas, dans la Constitution de 1946, qui reste le préambule de notre 5e République. Nous l'avons gagnée, ne reculons pas. L'argent public doit servir à l'intérêt général, au service public, et pas au financement via le CICE des grands groupes financiers qui passent leur temps à gaver leurs actionnaires. Des besoins en postes de fonctionnaires, en salariés de l'eau, de la thanatologie et du logement social, il y en a. Les luttes successives, la souffrance au travail, le délitement des services publics en sont une illustration criante. Il est de notre responsabilité, à nous, CGT, qui avons contribué à construire notre République sociale, à ne pas la laisser être détruite par le camp d'en face. Enfin, ces dernières années, la démocratie a trop souvent été bafouée, et notamment la démocratie sociale. Se syndiquer est un droit, faire grève est un droit, militer est un droit, et si j'osais, un devoir. Nos patrons et les élus ne cessent de se mettre dans l'illégalité pour empêcher la démocratie sociale de fonctionner.
Et en même temps, ils n'hésitent pas à nous attaquer sur l'utilisation du droit de retrait. Soyons sans complexe et sans concession sur nos droits. Nous nous laissons mettre sous pression trop souvent sur ces sujets. L'institutionnalisation vers laquelle ils nous poussent est un piège, nous l'avons compris. Réaffirmons alors haut et fort ce pour lequel nous nous battons. La liberté d'expression et de manifestation, la liberté de se syndiquer, de mener une activité syndicale sans aucune discrimination. Le fait de décider de cesser son activité par la grève pour cesser la production n'est pas quelque chose de naturel, ni de facile. Mais elle ne doit pas pour autant être entravée, tout comme la liberté d'expression. Car nous le disons tous haut et fort, les camarades, la France du XXIe siècle ne doit pas redevenir celle du XIXe siècle. Ce corpus revendicatif étant entendu, il reste la question du comment. Et souvent, dans nos débats, dans les rencontres que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, vient cette question. Soyons lucides, mes camarades, mais sans défaitisme ni résignation. Oui, la période est complexe. Les attaques se multiplient à un rythme frénétique. Oui, se battre contre est démobilisant. Et les échecs le sont encore plus. Mais nous sentons également une large envie dans la population d'un renouveau social. La mobilisation des gilets jaunes, des stylos rouges, des gilets roses, des jeunes pour les climats sont des signes significatifs d'un climat social. Toutes ces mobilisations ont un point commun, une volonté de progrès social rapide et d'un environnement sain et apaisé pour les femmes et les hommes. C'est en ce sens que la Fédération CGT des services publics a choisi de s'inscrire dans la démarche confédérale « Comment mener la démarche CGT pour gagner ?» Nous serons tous d'abord d'accord sur ce point. La CGT se revendique comme étant un syndicat de classe et de masse. Or, pour être de masse, il faut être fort partout. Et pour être fort partout, il faut commencer par être fort chez soi, dans son syndicat, dans sa collectivité, dans sa boîte. Et pour être fort dans sa boîte, il faut la connaître, connaître ses collègues, connaître les missions exercées et surtout connaître les problèmes rencontrés, les revendications des salariés et des agents. Ensuite, il est nécessaire de se fixer des objectifs atteignables. Un syndicat, avec 10 militants, ne peut pas couvrir un service de 1000 agents. Il doit d'abord se développer, se concentrer sur certains secteurs, développer les heures mensuelles d'information dans ces secteurs, tracter régulièrement sur leurs problématiques, rencontrer les agents, les convaincre de rejoindre la CGT, les former, bref, en faire des militants. C'est comme cela qu'un syndicat de 150 syndiqués, mais seulement 10 militants, pourra faire grossir le rang des militants. C'est comme cela que l'on transforme un militantisme concentré sur le service individuel en un syndicalisme de contact avec les agents, de revendication et de masse, qui renoue avec le sens originel de la CGT, un outil pour la lutte et pour gagner. Cette démarche que je viens de vous décrire à grands traits sera petit à petit mise en place à tous les niveaux de notre fédération. Je sais que quelques camarades la connaissent déjà grâce à leur union départementale. Certains s'y sont d'ailleurs déjà engagés avec enthousiasme. Chaque échelon de la fédération, du syndicat au CSD, doit impérativement être acteur de cette démarche. Dans une organisation comme la nôtre, qui compte plus de 2000 syndicats, il est nécessaire de pouvoir compter sur nos coordinations syndicales départementales. Que cela soit pour transmettre des informations importantes, des préavis de grève, des tracts, des éléments de compréhension de textes réglementaires, bref, tout ce qui fait la vie d'une fédération au quotidien. Ces échanges d'informations ne doivent pas non plus se faire que dans un seul sens, de la fédération vers les CSD, mais bien des syndicats vers les CSD puis vers la fédération. Alors que la Fédération CGT des services publics, comme je vous l'ai dit, est la première organisation sur tout le territoire, Serge l'a d'ailleurs dit dans son introduction, dans tous les départements, avec un maillage territorial à faire pâlir un préfet,
Les camarades de permanence ont parfois eu plus d'infos sur les réseaux sociaux. Comment vous dire? Les comités nationaux fédéraux, qui réunissent les CSD 3 fois par an à Montreuil, sont des moments importants d'échange entre la direction fédérale et les CSD. Mais en regardant le bilan, il existe encore trop de CSD, une vingtaine à peu près, qui ne viennent même pas une fois par an dans nos réunions de CNF. Au lieu de leur jeter la pierre, nous devons en comprendre les raisons, renouer le lien et repartir ainsi sur de bons rails. C'est pourquoi, dès le début du mandat, un groupe de travail composé à la fois de membres de la direction fédérale, mais également de syndicats et de CSD, va être créé afin de réaliser un véritable état des lieux de nos outils. Ces membres se rendront dans tous les départements, aborderont sans filtre tous les aspects et feront des préconisations afin de faire évoluer nos pratiques. Nos coordinations syndicales départementales ont 25 ans d'existence. Il est temps donc que ce travail soit réalisé. S'agissant de nos coordinations fédérales régionales, les CFR sont l'outil de coordination des CSD. Là aussi, c'est un outil dont nous devons nous préoccuper. Toutes les régions n'en sont pas encore dotées et cela devrait être un chantier prioritaire du début du mandat. Concernant nos outils spécifiques que sont l'UFICT et l'UFR, je ne développerai pas plus. Les travaux croisés sont réguliers et s'il reste à construire ou à développer dans les départements, ce travail conjoint sera sans nul doute développé dans le mandat à venir. Un autre point incontournable de notre vie syndicale sur lequel il est essentiel aussi de mettre l'accent est la formation syndicale. Elle permet souvent aux syndiqués d'avoir un premier contact avec nos unions locales ou départementales et de voir donc à quel point notre CGT est riche et grande de ses militants. Elle est souvent le premier lieu où le syndiqué apprend la culture du débat formateur. Bref, elle est souvent le premier lieu d'acquisition des pratiques syndicales et en ce sens, elle ne doit pas être négligée. Là aussi, les CSD ont un rôle primordial à jouer avec le secteur de la formation fédérale pour monter des plans de formation qui correspondent aux besoins des syndicats et des syndiqués. Des besoins se font sentir. Les camarades en responsabilité vont y travailler avec l'objectif de renforcer la CGT partout où elle est présente et d'assurer son déploiement partout où elle ne l'est pas. Mais dans tous nos travaux qui s'ouvriront suite à notre congrès, un seul objectif doit nous guider. C'est de donner ou redonner toute sa place et tout son rôle au syndicat. Le syndicat, c'est l'organisation de base qui guide notre action pour renforcer la CGT et donc les luttes. Statutairement et dans nos règles de vie, le syndicat est l'organisation de base. Mais attention, il n'est pas l'organisation de base de notre seule fédération, mais bien de toute la CGT. C'est cela l'objectif qui doit nous animer ces prochaines années. Renforcer la CGT dans tout notre champ fédéral, public et privé. Il doit se teinter de rouge. Pendant les 4 années écoulées, tous les champs de notre fédération ont été au moins une fois dans les luttes. La petite enfance, à travers notamment le collectif Pas de bébé à la consigne, les animateurs, les ATSEM, les EHPAD et les services d'aide à domicile, les agents des collectes et tri des déchets, les agents de l'eau, du logement social, des routes, les travailleurs sociaux, les agents des collèges et lycées et les pompiers. Ces derniers sont notamment dans un mouvement de grève depuis le 26 juin dernier. Cela fait de nombreux mois que la colère gronde, que le mécontentement se fait jour, que les luttes locales se multiplient et que les syndicats s'emploient à monter le tous ensemble. La date du 5 décembre, décidée par les agents de la RATP comme le début d'une grève reconductible, a été très vite rejointe par d'autres professions. Cette convergence est surtout le signe d'une envie de monter un mouvement victorieux, un mouvement qui ne soit pas un coup d'épée dans l'eau ou un one-shot, mais bien le début du blocage de l'économie indispensable à l'ouverture de négociations. Nous le savons tous ici. Nous le savons tous ici. C'est la seule condition qui est prévalue dans l'histoire. Notre boussole, elle est claire. Nous ne convaincrons pas les patrons
pas plus que les institutions publiques nationales et locales qui les servent. Nous les vaincrons. Pour y arriver, ce sont bien les syndiqués, les salariés, les agents de nos services qu'il faut convaincre de 3 choses. Il est possible de faire autrement, ce qui appelle à connaître, maîtriser et porter nos propres contenus. Il est possible de l'obtenir par le collectif et la lutte, car toute lutte place de fait la victoire à portée de main, que ce soit dans l'immédiat ou dans le temps. Partant de ce qui précède, la lutte est le seul ressort du progrès pour tous et de la démocratie réelle. Les débats dans la CGT ont largement pointé les limites des journées d'action isolées qui ne correspondent plus aux attentes des militants et des agents, et la nécessité d'œuvrer tous ensemble, à la même date, sur des revendications communes. La défense de nos retraites, condition préalable à leur amélioration, représente ce cadre de convergence. Mais bien entendu, cela n'enlève en rien à la nécessité de poursuivre notre engagement pour mobiliser les agents contre la mise en œuvre de la loi fonction publique, en exiger l'abrogation et défendre pied à pied notre droit de grève. Débattre et construire la perspective de la grève et de son éventuelle reconduction, de la grève pour bloquer l'économie, de la grève pour gagner, cela implique de mettre en discussion la date du 5 décembre dans les commissions exécutives de nos syndicats, dans les réunions des CSD, dans les heures d'information syndicale. C'est dans cette perspective que le syndicat CGT FTD N2EA a proposé l'initiative « Le Tour des luttes » à la direction fédérale. Initiative accueillie avec enthousiasme, qu'il me revient donc à mon tour de vous présenter puisque nous avons tous ici présents un rôle à y jouer. En effet, vendredi matin, tous les délégués encore présents seront invités à accompagner en manifestation les camarades Jean-Jacques et Christian qui partiront à vélo pour un tour des luttes à partir de la gare de Montpellier. Ce tour des luttes consiste à relier Montpellier à Paris à vélo à partir du vendredi 22 novembre jusqu'au 5 décembre. « 14 jours donc, avec 2 camarades à vélo. Cette idée relierait 2 intérêts. D'abord, mettre en lumière la situation de nos 2 camarades et faire ainsi pression pour leur réintégration. Mais participer également à faire monter la mobilisation pour avoir des actions et des grèves à compter du 5 décembre. À chaque étape, seront organisés avec les secteurs en lutte, les CSD, les unions départementales, les syndicats, les unions locales, les comités régionaux, les CFR, des rassemblements à l'arrivée des coureurs. Et sera mis en place des débats avec les salariés et la population. Le long du parcours, les camarades distribueront des tracts à la population qui seront au bord des routes. À l'arrivée sur Paris, ils traverseront le Val-de-Marne et passeront par l'aéroport d'Orly pour continuer à impulser la signature de la pétition contre la privatisation d'ADP. Et ensuite, nos camarades rejoindront la manifestation parisienne. Je vous invite donc tous vendredi, à 9h du matin à peu près, départ de la manifestation des congressistes, vers la gare de Montpellier pour accompagner nos camarades. On aura d'autres précisions sur les horaires. Voilà, mes camarades, ce que je souhaitais prendre le temps de développer avec vous pour nourrir le débat. Nous avons une charte qui détermine le sens de notre action. Nous avons un corpus revendicatif. Nous avons une démarche. Il nous appartient pour les 4 ans à venir à faire en sorte que tous les syndiqués, tous les militants de notre fédération s'approprient ces éléments. Faisons vivre, mes camarades, une CGT de masse et de classe,
Faisons vivre une CGT forte de son histoire, de ses racines, de ses valeurs, mais tournée vers l'avenir pour construire les jours heureux. Vive le 12e congrès, vive la Fédération CGT des services publics et vive la CGT! Bien, un grand merci à Natacha pour cette belle intervention qui, je pense, donne bien le ton de ce que nous souhaitons pour ce congrès. Alors, on a rattrapé le retard que nous avions, donc on pourra faire la pause un petit peu plus tôt que prévu, mais la pause, c'est pas encore maintenant, mes camarades, donc on vous demande de vous rasseoir parce que la journée va être assez longue. Je rappelle qu'on finit à 19h30, donc on va se laisser encore un petit peu de temps pour le débat. J'ai deux annonces à faire. D'abord, on me demande de vous dire que donc, la première réunion de la commission des mandats a lieu donc, dans quelques minutes. Et donc on demande aux camarades membres de la commission des mandats de retrouver les responsables de la commission, notamment Philippe Mouchel, à l'accueil, là où vous avez été accueillis à votre arrivée, hein, donc réunion d'ici une dizaine de minutes, et donc on demande aux camarades membres de la commission de se rendre à l'accueil des délégués. On va donc commencer le débat général à partir notamment du rapport de Natacha, et donc on a d'ores et déjà 5 demandes d'inscription, enfin de prise de parole. Et donc on va commencer par Véronique, des territoriodistes, au micro numéro 3. Véronique Lala-Boily, si je ne dis pas de bêtises. Elle est là. Donc micro numéro 3, s'il vous plaît. Non, il faut rester à la borne. Valérie, il faut rester à la borne pour que ça puisse être filmé, en fait. Donc la parole à Valérie, des territoriodistes. Micro numéro 3, donc je rappelle 4 minutes. Se prépare Ludovic Tête-Vide. Micro numéro 2. Se prépare Ludovic. Donc micro numéro 2. Véronique, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Véronique. S'il vous plaît. Je suis des territoriaux de la ville d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Et je me permets d'intervenir. Alors excusez-moi, c'est la première fois que j'interviens devant tant de monde. Hein. Dans l'intervention, j'ai été stupéfaite de la façon que ça s'est passé pour les commissions, l'appel des commissions à candidature. J'aurais pensé qu'on prenne le nom de tous les congressistes qui ont demandé à être élus et qu'on fasse un tirage au sort. Je suis restée stupéfaite de la façon que ça s'est passé. Excusez-moi. Hein. Ensuite, je voulais intervenir sur les syndiqués et leur formation. Alors, camarades, excusez-moi, de mon franc-parler, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. On a eu aux élections professionnelles, on est sorti avec 70% dans notre ville. C'est un beau score, je pense. Et on nous a demandé de préparer des listes en CCP, C, bien sûr. Alors, ce sont des camarades qui sont précaires. On le sait, c'est des contrats. Hein. Notre intervention, elle vient, alors je vais vous la lire. Hein. Lors des élections professionnelles, l'objectif de la CGT était de monter des listes partout où nous le pouvions.
Une nouvelle instance a été mise en place, les CCP. Notre syndicat était confronté à des difficultés pour monter les 3 listes composées d'agents précaires. Nous avons néanmoins réussi cet objectif et la CGT est arrivée largement majoritaire de partout. Celle de la CCPC a fait un résultat de près de 70%, mais elle est composée en majorité d'assistantes maternelles. Les formations syndicales étant affirmées comme un enjeu prioritaire, nous avons bien entendu envoyé ces camarades en formation, mais elles y ont perdu du salaire, car ce dernier est composé d'indemnités d'entretien qui englobent les repas, mais pas seulement ça, de l'enfant, ainsi que les frais annuels pour l'achat de matériel périculture, jeux, etc. S'il y a des asthmates dans la salle, elle comprendra de quoi je parle. Je pense que vous en êtes en capacité. Cela a représenté environ 200 € pour chacune des camarades assistantes maternelles pour une semaine d'absence. Donc 200 € de moins sur un salaire précaire. Nous avons interpellé la CSD, puis la Fédération, qui nous a renvoyé au FNF, qui nous a renvoyé sur la CSD. Aucune réponse claire ne nous a été apportée. Nous avons interpellé la collectivité qui était d'accord sur le principe de rembourser ses frais si cela était faisable légalement. Cela ne l'était pas le cas. Résultat, c'est notre syndicat qui, en plus des versements COGETIS, a dû s'acquitter de plus de 400 € pour rembourser ses 2 camarades. Nous sommes étonnés que rien n'ait été anticipé pour pallier à cette problématique, en sachant que beaucoup d'assistantes maternelles sont employées par les collectivités. Pourtant, investir des listes de CCP durant les élections professionnelles était un des enjeux majeurs. Former nos syndiqués est une priorité, mais encore faut-il nous donner les moyens, comme cela est rappelé dans toutes les chartes de l'élu mandaté et la charte de la vie syndicale. Notre syndicat ne peut supporter cette charge financière et une cohérence doit exister entre les objectifs et les orientations de la CGT et la prise en compte de certaines réalités sur le terrain. Que ce soit dans le cadre général ou dans le cas particulier, aucun syndiqué qui désire s'investir, se former à la CGT ne doit perdre du salaire sous quelque forme que ce soit. Nous demandons à la Fédération de trouver une solution claire et rapide pour régler cette problématique que nous allons confronter tout au long du mandat. Merci. Merci Véronique. Alors je précise qu'effectivement, cette question avait bien été... la Fédération a évidemment pris connaissance de la situation qu'avaient soulevée nos camarades d'Istres. On a objectivement été en difficulté de trouver une solution immédiatement, mais on a bien noté qu'il y avait besoin de réfléchir sur ce sujet, de trouver des solutions, et je peux vous assurer qu'on va s'attacher à le faire. Donc la parole est à Ludovic Têtevide au micro numéro 2 et ensuite ce sera Yves Couston au micro numéro 3. Je vous demande de laisser, me dit-on, les micros sur les supports, toujours par rapport à la question de la vidéo. On va essayer. Donc, la parole à Ludovic. Bon, micro merci, numéro 2. Merci, bien le bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer mon intervention. C'est pas facile après le rapport qui nous a été présenté, riche, qui laisse, à mon sens, peu de place aux critiques négatives, mais beaucoup de place à la construction moderniste de notre organisation et qui nous fixe un certain nombre de cadrages, de lignes directrices qui ouvrent la voie à de futures victoires. Je voudrais ici vous annoncer l'ouverture de notre congrès avec une grosse victoire dans mon syndicat, les communaux de Châlons-en-Champagne, où ce matin, à 7h30, une de nos camarades mise à pied depuis 4 mois a pu enfin reprendre son poste de travail, accompagnée de 350 militantes, militants de la ville. L'intégralité de ses salaires, primes, etc. lui sont reversés. Cette lutte victorieuse sur la liberté, Natacha l'a ciblée sur le fait qu'on ne doit rien lâcher sur ce qui nous frappe. Nous sommes victimes de rien, nous sommes les acteurs de nos devenirs et on est capable de pouvoir se battre contre nos adversaires. C'est le fruit croisé des camarades de la direction de ma CSD
de l'union locale et de l'union départementale. Je pense que nous avons une grosse richesse. C'est que nous avons une fédération qui, dans ses membres, a beaucoup de militantes et de militants qui sont aussi petitement ici ou là dans les directions d'union locale, d'union départementale, et notre fédération contribue énormément à la vie interprofessionnelle. Je crois que c'est un atout et il faut vraiment qu'on le mette au positif pour nous-mêmes parce que c'est ça aussi faire converger les initiatives d'action, d'impulsion et c'est bon pour nous-mêmes, pour nos propres revendications. Je pense que Natacha a pointé une question qui me touche particulièrement. Arrêtons les larmes de crocodile. Ce matin, quand on entend dans les médias une trentaine de parlementaires qui pleurent pour Klaus Ghosn, ça fait quand même, franchement, les camarades, ça fout le bourdon et ça fout la colère aux tripes. Oui, nous avons le 5 devant nous. Collectivité par collectivité. Allons voir, y compris dans nos collectivités voisines, où nous sommes en souffrance, où nous n'avons pas d'implantation, où il y a, y compris, d'autres organisations syndicales. Créer les conditions que ce 5, il soit très fort, qu'il y ait un 6, un 7, un 8, un 10, un 15, un 20 et un 25. Je crois que notre congrès, ici, l'idée, c'est plutôt de tendre la main, plutôt que de jeter des pierres dans notre propre organisation. Oui, je pense que nous avons intérêt à travailler tout ce qui nous rassemble, plutôt que quelques virgules qui peuvent essayer de nous diviser. Restons sur l'essentiel. Il a été posé la question de notre implantation syndicale et les chiffres orgas. Oui, camarades, c'est super important. N'acceptons pas moins 1 syndiqué ici, moins 2 là, plus 3 ici, moins 5 là, moins 10 cotisations. Travaillons-y et on va grandir ensemble. Merci Ludovic. Donc la parole à Yves Couston au micro numéro 3 et se prépare Julien Léger au micro numéro 2. Vas-y Yves. Donc Yves Couston, secrétaire général du syndicat des personnels de la région PACA, affilié à la FSM depuis 4 ans et bien sûr dans les structures de la CGT en interne au niveau national. Donc, chers camarades, tout d'abord, je tiens à saluer très chaleureusement le travail qui a été effectué par les camarades qui ont eu la responsabilité de faire fonctionner notre fédération ces dernières années. Les positions de lutte de classe, les dépôts de préavis reconductibles et la transmission des luttes des uns et des autres nous ont permis de pouvoir organiser nos luttes sur le terrain, on dit. Un congrès CGT est un moment fort de notre histoire. Le nôtre, aujourd'hui, se tient dans un contexte que je qualifierais de guerre sociale. Nous avons la responsabilité de réaffirmer sans cesse les bases de notre syndicalisme, en fait notre ADN à la CGT, mes camarades. Notre organisation est celle des combattants, des travailleurs, de ceux qui galèrent tous les jours dans la plus grande précarité. Notre organisation est la seule aujourd'hui capable de faire face aux attaques sans précédent du camp en face. C'est pour cela qu'il est important de rappeler l'identité de notre organisation syndicale. La CGT est et doit rester un syndicalisme de classe et de masse. Nos conquis ont été tous gagnés par la lutte et ne peuvent se défendre que par la lutte. Notre histoire doit être notre guide. La CGT a toujours eu la capacité à résister, même dans les périodes les plus noires de notre histoire. Le capitalisme, assoiffé de profit, est notre ennemi de classe. En collaboration avec les gouvernements successifs, il détruit tout ce qui peut être bénéfique pour l'égalité de tous. Les attaques sont tellement fortes que les conséquences sur les usagers et les agents sont de plus en plus dramatiques. Être syndiqué à la CGT, c'est souvent subir des injustices, des discriminations, des intimidations. Ces agissements scandaleux de la part de nos employeurs mettent un frein à la syndicalisation. La CGT doit prioriser la rencontre avec les travailleurs plutôt que de vouloir convaincre toujours ceux qui nous dirigent et nous gouvernent. Ils ne sont pas à convaincre cela, ils sont à combattre. Notre lutte
notre lutte de la défense des services publics, de la fonction publique surtout, et notre combat contre toute l'Union européenne et ses traités libéraux qui dévastent tout ce qui n'est pas marchandise. L'Union européenne est l'ennemi des travailleurs, elle est le fossoyeur des fonctionnaires. Pour cela, nous devons nous interroger sur les stratégies, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales. Notre participation à la CES devient un élément bloquant pour beaucoup de nos camarades. La CES, avec par exemple à sa présidence Laurent Berger de la CFDT, premier syndicat réformiste de France, est un frein à la lutte de classe. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Concernant notre combat internationaliste, au 52e congrès confédéral, de forts échanges ont abouti à convaincre le Congrès de la nécessité de ne pas mettre de côté la Fédération syndicale mondiale. On peut se réjouir de cette avancée car auparavant, l'adhésion à la FSM était plutôt mal vue par notre confédération, le sujet était plutôt tabou. Certains syndicats de notre fédération sont affiliés à la FSM. Certains ont opté pour le statut d'observateur. Ils ont choisi, comme nos statuts le permettent, de faire partie d'une fédération qui regroupe plus de 90 millions de travailleurs, une fédération axée sur la vraie lutte de classe. Les syndicats des territoires du Vaucluse, réunis à un CSD, ont déposé des amendements concernant l'affiliation de notre fédération à la FSM. Il est important et urgent que le congrès de notre fédération décide d'une initiative forte, suivant ainsi une des résolutions du 52e congrès. Parce que l'idée d'essayer de perdre ne doit jamais nous satisfaire, mes camarades. Vive la lutte de classe, vive la CGT, vive la Fédération des services publics, vive la FSM, vive la révolution bolivarienne. Merci Yves. Alors au micro numéro 2, pardon, Julien Léger, et se prépare Enrique Monge au micro numéro 2 également. Je suis désolé, je suis obligé de prendre le micro pour des raisons de taille. Ah, je comprends. Nous vivons effectivement une situation, vous le savez, camarades, bonjour à tous, situation dramatique, situation, comme ça a été dit par le camarade juste avant, de guerre sociale, tant au niveau mondial que national. La violence, les ventes d'armes qui explosent, la menace du fascisme, du terrorisme, de la guerre, c'est dans ce monde-là que nous vivons, et tous ces drames que nous vivons, ils sont les conséquences d'un système, d'une politique, d'un système capitaliste qui prône l'accumulation, la rapacité, l'impérialisme et qui mène donc à tous, ou en tout cas à la majorité de la population, une guerre sociale. Les capitalistes, eux, se sont dotés d'armes de destruction massive contre nos droits. Vous connaissez ces armes contre nos droits. L'Union européenne, le FMI, la Banque centrale européenne, les traités, le TAFTA, etc. Ils s'organisent de manière nationale et internationale pour casser toute possibilité d'alternative. Vous le savez, notre UD, Val-de-Marne, a dénoncé, encore très récemment, le coup d'État de ce qui se déroule en Bolivie. Et je remercie Natacha pour avoir parlé dans son rapport. C'est un coup d'État contre le socialisme, contre des gens qui, dans un autre pays du monde, cherchent une alternative au capitalisme, se sont organisés. Et les États-Unis, avec tous leurs larbins, la bourgeoisie, est en train d'écraser dans le sang les camarades qui sont là-bas en lutte. Ils veulent tuer à travers le socialisme et les gens qui cherchent une alternative, ils veulent tuer ici aussi en France tout espoir. Et nous, la CGT, pour l'instant, la CES, puisque ça a été dit, avons-nous notre organisation de guerre sociale internationale? Avons-nous cette organisation à la hauteur? C'est une question que nous devrons nous poser dans le Congrès. Nous avons besoin d'un Congrès alors que les biens communs, la retraite, la sécurité sociale, le service public, tout ce que nous avons mis en commun pour garantir à tous un mieux vivre sont insupportables aux capitalistes. Nous avons un rôle très particulier à jouer aujourd'hui, alors que s'ouvre notre congrès des services publics, alors qu'une loi sur la fonction publique est en train de détruire notre statut. Les décisions que nous allons prendre, les débats que nous allons avoir entre nous, doivent nous amener à sortir de ce congrès avec une organisation syndicale plus forte, plus dynamique, avec une direction syndicale qui coordonne, qui impulse mieux encore la dynamique nécessaire pour aller vers une reconquête de nos services publics, là où ils nous les ont volés.
Une reconquête parce que les propositions de la CGT existent et qu'il faut les faire connaître. Alors, à l'issue de ce congrès, je souhaite vraiment que nous puissions porter effectivement un appel, des prises de décision, d'orientation très claires qui confirment cette ambition. Nous devrons aussi pointer du doigt le problème des journées à répétition dont la Confédération CGT, malheureusement, s'est fait depuis trop d'années sa stratégie. Nous avons besoin d'un tous ensemble, le 5, le 6, le 7 et les jours d'après. On joue très gros, camarades. Si nous nous ratons sur cette séquence, on joue très gros. Les syndicats, les préavis de la Fédé sont un point d'appui, parce que notre Fédé prend ses responsabilités et prend des préavis de long terme. Cependant, ils ne suffiront pas à eux tout seuls sans une coordination de nos efforts dans les territoires beaucoup plus importants. Les syndicats ont besoin d'un signal, histoire de leur dire cette fois-ci on y va et pour de vrai, avec un vrai plan de bataille. Les agents, on doit les sortir de leur fatalisme, de leur attentisme. Il faut leur dire que rien ne se fera sans eux, qu'il faut qu'ils y aillent, que c'est le moment. Dans notre département, les appels en ce moment s'additionnent au 5, mais aussi au 6, avec des AG pour prévoir la reconduction le lendemain. C'est ce genre d'appel dynamique qui prévoit déjà des suites au 5 dont on aurait besoin qui fleurissent. Je terminerai en un mot pour conclure. Notre fédération ne peut-elle pas, avec sa nouvelle direction sortie du Congrès, mettre en place un dispositif spécifique de coordination grâce à l'outil moderne qui est Internet? Les bases se réunissent, prennent des décisions en AG, la fédération récupère ce qui sort des bases pour ensuite rythmer au mieux le combat. Ce qu'on cherche, je termine en un mot, ce qu'on cherche, c'est grâce à la dynamique que nous allons créer ensemble, c'est faire vivre pour de vrai le slogan de ce congrès, tous unis pour gagner, camarades. Merci Julien. Alors on me demande de rappeler que les membres de la commission des mandats et votes sont donc invités à se réunir en salle Sully d'ores et déjà, puisque la réunion ne va pas tarder à commencer. Et il y a également besoin que les référents régionaux, donc en charge des questions de mandat pour chaque région, participent à la dite réunion. Donc la parole est à Henrique Monge au micro numéro 2 et se prépare Philippe Declercq, toujours au micro numéro 2. Mes chers camarades, les temps sont graves. Les gouvernements successifs, et plus particulièrement celui de Macron, ne cessent d'œuvrer jour après jour au profit de la finance et du grand capital. Ce sont bien eux qui édictent les orientations législateurs, dont le gouvernement s'empresse d'en conduire les réformes et de promulguer lois et ordonnances régressives. Tout cela sans l'aval du peuple, sans aucune concertation ou négociation avec la CGT. Oui, mes camarades, je vous le dis, nous vivons dans une société que j'appelle à être une république monarchique ou une république dictatoriale. La démocratie prônée par nos gouvernants n'est qu'une mascarade. Les politiques veulent nous laisser entendre être les ardents défenseurs de la nation et de son peuple, être les garants des services publics et de l'intérêt général, alors qu'ils les détruisent au quotidien. Ils sont en réalité obsédés par des opérations de communication en vue d'échéances électorales, par la prise de pouvoir, par leur carrière politique et leurs intérêts personnels. Nous le savons bien, les politiques sont des marionnettes, les pantins de la finance et des lobbies avec qui ils travaillent main dans la main. Ils nous mènent aujourd'hui une guerre sans merci au nom du libéralisme et du mondialisme dont nous ne voulons pas. Ils nous parlent continuellement de dépenses publiques, de coûts, de restrictions budgétaires, lorsque nous parlons d'investissement au service de la population et d'égalité de traitement sur tout le territoire national. Pour le gouvernement, cela passe par la case du social, avec pour objectif la destruction et le démantèlement des services publics, ceci afin de justifier de leur privatisation nécessaire. Cela est inacceptable. Pour nous, la coupe est pleine et le ras-le-bol des fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique est général. Tous ces dysfonctionnements et suppressions des personnels sont dénoncés depuis des décennies par les agents des hôpitaux publics, de l'enseignement, les pompiers, les communaux, les agents des impôts, ceux des caisses de la CPM ou de la CAF, les tribunaux, les cheminots, la police et j'en passe. Et pourtant, cela continue avec la casse du statut de fonctionnaire et l'affaiblissement de ces organisations syndicales au travers de la loi de transformation fonction publique. En effet, cette loi remet clairement en cause notre statut légal et réglementaire, notre indépendance vis-à-vis du politique au profit d'embauche de contractuels pour les trois catégories d'agents abaissées. Nous le constatons déjà, lors des départs en retraite, les postes de fonctionnaires sont supprimés par nos employeurs pour au final être pourvus en partie par des emplois contractuels venant du secteur privé, dits chargés de mission ou chargés de projet.
Nous avons bien affaire à une généralisation de la précarité dans la fonction publique par des agents dépourvus d'idées d'intérêt général et de sens du service public. Nous entrons dans une ère de marchandisation territoriale que nous refusons catégoriquement. Cette loi remet également en cause le droit de grève dans la fonction publique, qui demeure pourtant un droit constitutionnel. Il est pour nous hors de question de signer quelconque protocole dérogatoire au principe de droit de grève auprès de nos employeurs. Cette loi vise par ailleurs à l'affaiblissement syndical dans la fonction publique, dont le gouvernement a parfaitement conscience du fort maillage syndical dans notre secteur, comparativement au secteur privé. En ce sens, la loi prévoit la fusion du CHSCT avec le CT, visant à nous priver par manque de temps à dénoncer et débattre des conditions de travail des agents et des services, à la restriction des compétences en CAP, notamment plus compétentes en matière d'avancement de grade, à l'harmonisation du temps de travail à 1607 heures, avec abrogation de tous les accords dérogatoires, et à la remise en cause du droit à la formation et au démantèlement des CNFPT. Nous le savons, le statut général de la fonction publique n'est pas un privilège et nous ne sommes pas des nantis. D'autre part, par rapport au projet de réforme des retraites par points, il est évident que nous le rejetons dans sa totalité. Il est plus que nécessaire de conserver notre système de retraite solidaire par répartition et de converger tous ensemble, public et privé, vers la grève du 5 décembre. Dans ce contexte, nous devons éveiller les consciences de tous salariés et agents publics, fédérés par des actions de lutte massives et reconductibles, en bloquant l'économie du pays et le fonctionnement de toutes les administrations. J'ai presque fini. Nous pensons que la CGT doit s'inscrire sur une ligne plus dure et plus incisive. Nous sommes bien dans une lutte de classe. Il est temps de déclencher une révolte face à ce capitalisme, vrai cancer qui gangrène partout. Et enfin, depuis trop longtemps, nous perdons du terrain, nous perdons des adhérents. Alors révoltons-nous, investissons les ministères d'État, le Parlement et le Sénat. Ces lieux de pouvoir nous appartiennent, nous devons les reconquérir. Merci. Merci Enrique. Donc la parole est à Philippe Declercq. Pensez à vous présenter d'ailleurs les camarades, parce que vous ne nous indiquez pas vos syndicats. Donc Philippe Declercq au micro numéro 2 et se prépare Valérie Marc au micro numéro 3. Oui, bonjour les camarades. Donc Philippe Declercq, secrétaire général du syndicat CGT du Conseil départemental de Loire-et-Cher et membre de la CSD. Alors aujourd'hui, je voudrais porter la parole certainement des personnels les plus précaires. Donc ça fait raccord avec le discours de la camarade Natacha. La précarité dans les collectivités territoriales, et notamment celle des plus précaires, les assistants familiaux. Qui sont les assistants familiaux? Donc aujourd'hui, je suis désolé, je vais me faire un peu leur porte-parole. J'espère que dans la salle, je crois que dans la salle, peut-être qu'il y a certains d'entre eux, ils pourront peut-être me rejoindre dans ce propos. Les assistants familiaux, ce sont aujourd'hui les soutiers de la protection de l'enfance, des agents contractuels, des agents, en fait, qui font face à toutes les carences des services publics, les services publics de justice, les services publics de soins, notamment de pédopsychiatrie, les services publics de l'éducation nationale et d'autres, j'en passe et des meilleurs, car je dois faire court. Donc ces assistants familiaux, aujourd'hui, chez nous, ils sont très bien représentés. Ils sont majoritaires en CCPC, 100%, et également en CCPD. CCPD, la commission consultative paritaire départementale, c'est-à-dire une commission paritaire, comme son nom l'indique, qui juge de l'agrément des assistants familiaux, donc de ces personnels les plus précaires. Et pourquoi je vous parle de la CCPD aujourd'hui? Parce que ces travailleurs sociaux, assistants familiaux, peuvent être l'objet, je veux dire, de dénonciations qui viennent de toutes parts, des familles, d'autres professionnels parfois même, mais également des environnements, des familles. On appelle ça des informations préoccupantes. Elles peuvent être qualifiées de graves. Et ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'elles sont qualifiées de graves, ces travailleurs, ces assistants familiaux sont suspendus pour une mesure conservatoire de 4 mois. La dite mesure conservatoire, elle est en même temps, il y a une enquête de police et de gendarmerie qui peut se mettre en cours. Et aujourd'hui, les services de police, de gendarmerie, les services de justice ne sont pas en mesure de respecter ces 4 mois de suspension et nos collègues assistants familiaux se voient souvent, je veux dire, retirer leur agrément parce que la CCPD, n'ayant pas les éléments pour juger, je veux dire, les employeurs emploient des mesures radicales, les licencient. Souvent, on se retrouve même quelquefois quelques mois après l'enquête,
dans la plupart des cas, avec des informations préoccupantes qui se concluent sans aucune suite. Donc aujourd'hui, je fais appel à vous, je fais appel à la fédération, parce que j'ai lancé donc par le biais, je veux dire, des syndicats reconnus dans la France où il y avait des assistants familiaux, qu'on avait repris la dernière dans le cadre d'une journée qui a été faite par la fédération pour les assistants familiaux. Mais on a besoin d'un coup de main, parce que cette démarche, elle va être longue. Aujourd'hui, il s'agit de mailler le territoire au niveau national pour convaincre des élus, parlementaires, sénateurs et députés de faire changer le texte, de faire changer les textes pour que les assistants familiaux soient aujourd'hui bien mieux protégés. Et que ça, je pense que la CGT, elle est là aussi pour faire évoluer ce droit. Ce droit, aujourd'hui, il doit être absolument discuté et on a besoin de vous, les assistants familiaux ont besoin de vous. Et sachez, chers camarades, que les assistants familiaux, aujourd'hui, quand je vous dis que ce sont les plus précaires, j'espère que dans la salle, il y a 1 ou 2 camarades assistants familiaux qui sont présents et qui pourront, je veux dire, témoigner de leur précarité. Je vous remercie, chers camarades. Merci Philippe. Donc la parole à Valérie Marc au micro numéro 3 et se prépare Eric Course au micro numéro 2. Alors, Valérie Marc, syndicat CGT des Bouches-du-Rhône, conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc 700 syndiqués, 270 dans le service, dans tout ce qui est service social. Donc je remercie le camarade qui vient de s'exprimer sur les assistantes familiales parce qu'évidemment qu'on partage le constat et on a bien besoin de continuer le travail qui avait été mené l'année dernière par la fédération autour de ce métier isolé. Alors, depuis plusieurs années, moi je voulais intervenir, alors c'est vrai que ça n'a pas trop de lien forcément directement avec le discours qui a été fait tout à l'heure introductif, mais mercredi se fête le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc cette convention, elle est fortement attaquée puisque tous les jours, des enfants font les frais d'un traitement innommable de la part de notre pays, des gouvernements. Depuis plusieurs années, donc, les professionnels de l'action sociale de notre département, mais aussi du nord de la France, se positionnent, dénoncent et agissent afin de maintenir au plus haut l'attention portée à l'intérêt premier de l'enfant, au respect de sa vulnérabilité, à l'obligation qui nous est faite de protection, afin de faire de son devenir l'enjeu prioritaire et de la mission de protection de l'enfance un enjeu national. La dégradation sans précédent des conditions d'exercice de la mission de protection de l'enfance constatée partout en France, dans un contexte déjà très dégradé, font qu'aujourd'hui, avec l'arrivée massive de ces jeunes en très grand traumatisme, qui s'appellent les jeunes mineurs non accompagnés, qui ont fait les frais d'un traumatisme terrible du passage vers l'Europe, ces enfants dont le témoignage et les témoignages sont terrifiants, font l'objet aujourd'hui en France de tous les rejets. Aujourd'hui, de façon générale, de toute façon, les enfants confiés aux juges au département sont maltraités par nos services. Celui de l'aide sociale à l'enfance réduit à un simple coût par nos institutions. Aujourd'hui, dans tous les services, dans tous les départements, nous agissons que pour trouver un lieu et un abri pour ces enfants qui sont confiés. Et même pour les plus petits, les bébés aujourd'hui, nous n'avons pas de place. Et quand on trouve un lit, un matelas dans des couloirs d'un foyer, on en est déjà content. On fait de la gestion hôtelière. Alors moi, je voulais juste rappeler en hommage à cette convention, l'origine de cette convention. Je vais faire attention au temps. C'est juste que cette convention internationale des droits de l'enfant, elle est issue du ghetto de Varsovie. Et donc, il faut savoir que le docteur Koskar, c'était un docteur qui avait créé au sein de Varsovie un orphelinat où tous les enfants ils avaient été accompagnés et chéris de la manière la plus chaleureuse possible dans des conditions assez terrifiantes et qu'ils avaient établi un texte avec les enfants sur les règles de vie, mais aussi les principes fondateurs à respecter l'enfant en tant que sujet. Et je voulais rappeler aux camarades qui sont présents aujourd'hui l'importance que ça a pour nous, mais qu'on doit avoir aussi, qu'on doit porter la CGT à ce texte-là, car c'était un principe que tous les jours on renie. Hein, voilà. Deux choses importantes avant que ça. Donc il y a cette convention qui est très importante, qu'il faut fêter pour lutter contre ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un décret qu'a sorti Macron le 30 janvier,
qui fait des départements, qui fait avoir la possibilité aux départements d'être les collaborateurs avec la préfecture du renvoi de ces enfants dans leur pays, à savoir qu'ils vont les ficher, ils vont créer un fichier biométrique pour que, même si c'est des mineurs, en fait, les départements deviennent le premier convoi vers la police de ces enfants-là. Alors, c'est une horreur. Et deuxièmement, je voulais dire que celui qui est l'instigateur de tout ça, c'est Adrien Taquet. Et dans le département des Bouches-du-Rhône, on peut vous dire qu'il n'en a pas suffisamment pris assez, des taquets. Et donc, juste pour vous dire que celui-là, il n'a même pas été capable de se rappeler la date de l'anniversaire du 30e anniversaire, puisque dans son texte sur la stratégie de l'enfant, la stratégie pour la protection de l'enfance, il marque l'anniversaire, c'est le 20 novembre 2020, alors que c'est cette année, c'est dans 2 jours. Voilà, merci les camarades pour votre attention. Merci Valérie pour ces rappels importants, effectivement. Donc la parole est à Eric Cours, et pour l'instant il n'y en a plus d'inscrits, donc on va peut-être pouvoir avancer un petit peu la pause. Et je rappelle aux camarades qui sont intervenus effectivement qu'ils sont invités à déposer sous la forme qu'ils souhaitent leurs interventions au secrétariat du Congrès. Donc Eric, c'est 4 minutes Eric, hein. Je dis ça comme ça. Oui, c'est une attaque personnelle, ça. Bon. D'abord, je tiens à féliciter Natacha pour son rapport, où je me trouve entièrement. Mais j'ai 2 ou 3 points dans le Congrès qui me travaillent un peu, là. D'abord, le FSM. Enfin, la FSM. Fais-moi me dire qu'il faut tous qu'on adhère à la FSM, ça me soucie un peu. Parce que j'ai lu, après le 52e Congrès, la composition de la FSM. Moi, je passe pour un démocrate, peut-être dépassé, marxiste, sûrement dépassé, sauf que je ne me retrouve pas avec les syndicats de la Corée du Nord. Je ne me retrouve pas avec Bachar el-Assad qui reçoit le président de la FSM, le grand démocrate qui a massacré son peuple. Je ne me retrouve pas avec les syndicats chinois, à la botte du Parti communiste chinois. Je suis désolé, Natacha a commencé par la charte d'Amiens. Je pense que la charte d'Amiens, c'est la base. Moi, je préfère avoir, ça va faire bondir, un syndicaliste, même CFDT, à la tête de la SE, qu'un mec, mais qu'un mec qui est reçu par Bachar el-Assad, qui a fait 200 000 morts dans son pays. Voilà la différence. Bien sûr, derrière, on laisse parler Eric, s'il vous plaît. Eric tout seul. Bon. Deuxième chose. Moi, je veux bien qu'on fasse des grèves reconductibles tant qu'on veut. Mais moi, je ne déciderai pas à la place des militants de mon syndicat et je ne déciderai pas à la place des salariés de ma collectivité. C'est avec eux, ensemble, qu'il faut construire ça. Et c'est personne ici qui peut décider de... Donc ça nous pose la question de l'outil CGT. Et je pense que Natacha a pointé des choses. On a un outil qui est un peu défaillant par rapport aux salariés qu'on a dans nos collectivités. Je ne parlerai pas des rapports qu'on a avec nos camarades cadres. Mais quand même, on a un nouveau salariat qui arrive. Moi, j'ai une petite collectivité de 4000 agents. Je vois des gens qui rentrent dans la fonction, qui partent, qui sont mutés, qui reviennent, qui repartent. Ils n'ont pas du tout la même analyse que nous. Il faut qu'on se mette à leur niveau. Il faut qu'on discute avec eux. Aujourd'hui, les salariés et les agents de la fonction publique, ce n'est plus les agents il y a 20 ans. Ce n'est pas les mêmes. Et puis, je vais vous dire une chose. Je viens d'une région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, où la région a fusionné. Eh bien, je peux vous dire, il y a une CSD qui s'appelle Mes camarades du Cantal, où il y a à peu près 150 adhérents. Et j'ai une CSD du 69 où il y a 3000 adhérents. Ça porte le même nom, ils n'ont pas le même fonctionnement. C'est ça qu'il faut qu'on discute. Il faut qu'on sorte ici avec des vraies propositions de construction alternatives à ce capital. Mais si on me dit, si je vais dans le service demain et que je dis aux copains, il faut envahir l'Assemblée nationale, il faut envahir le Sénat, pourquoi pas, je ne sais pas quoi. Là, les Champs-Élysées, c'est peut-être pas bienvenu. Je reconnais que là, c'est un peu compliqué, les Champs-Élysées, en ce moment. Quoique ça remet en cause le droit de manifester. Je ne vois pas pourquoi, sur le territoire français, on ne pourrait pas manifester aux Champs-Élysées. Il n'y a pas que les pauvres qui doivent recevoir, casser leur bagnole. On peut brûler quelques voitures de riches. Ce n'est pas défendu.
Voilà, donc je voulais dire un truc, c'est que moi aujourd'hui, je veux que ce congrès, j'aimerais que ce congrès, au lieu de tirer des bilans, on sorte avec des idées neuves. Comment gagner le 5? Je suis d'accord avec mon camarade du Val-de-Marne, y compris si les salariés sont d'accord, si les agents sont d'accord, on va au 6, on va au 7, mais construisons à partir d'eux. Et rappelez-vous un truc que j'ai appris quand j'étais en formation syndicale, c'est aussi important, le petit carreau cassé, que la paye. Donc discutons avec les agents, discutons avec tout le monde, ouvrons-nous, restons pas recroquevillés sur nous. Il y a 90% des Français qui utilisent 70% des services publics tous les jours. Discutons avec eux, construisons avec eux, et je suis sûr que le 5 au soir, on aura gagné. Bien, merci Eric. Donc, sauf erreur de ma part, il n'y a plus d'inscription à ce stade. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire la pause, tout à fait. Deux ou trois annonces avant. Les camarades qui n'ont pas récupéré leur ticket restaurant donc, sont invités à le faire auprès de la CFC à l'accueil des délégués. Deuxième annonce, on salue la présence parmi nous de notre camarade Dominique Duhamel, membre de la direction de l'Union fédérale des syndicats de l'État de la CGT. Bienvenue Dominique. Et donc on vous invite surtout à éviter l'espace partenaire. Alors comme les choses sont bien faites, c'est au bout de l'espace partenaire que se trouvent les bars où vous pouvez vous désaltérer, ce qui vous permet donc de profiter à loisir de l'espace partenaire dans lequel vous trouverez notamment le stand de la fédération. Vous allez pouvoir rencontrer le collectif Jeunes, notre FIC, notre UFR, nous donner l'ensemble des éléments sur la préparation du 5 décembre et également rencontrer les camarades en charge de Cogetis. Donc il est 16h30, reprise des travaux à 17h précise. Merci à vous et bonne pause.